Nous avons examiné de nombreux exemples d'apprentissage automatique, alors voyons si nous pouvons en donner une définition un peu plus concrète. Qu'est-ce que l'apprentissage automatique? L'apprentissage automatique est la science qui consiste à faire en sorte que les ordinateurs apprennent et agissent comme des humains en leur fournissant des données et des informations sans qu'ils soient explicitement programmés. Et ici, on voit un joli petit schéma où l'on a notre système ordinaire. Votre ordinateur. De nos jours, on peut même faire tourner beaucoup de ces choses sur un téléphone portable, car les téléphones ont tellement évolué. Et puis, avec l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique, on prend maintenant les données, on apprend de ce qui s'est passé auparavant, puis on prédit ce qui va arriver ensuite. Et puis, en réalité, la plus grande avancée actuelle dans l'apprentissage automatique, c'est qu'il s'améliore continuellement. Comment trouver une nouvelle solution? Donc, on passe du descriptif, où l'on apprend des choses et on comprend comment elles s'articulent, à la prédiction de ce qui va se passer, puis à la post-analyse en trouvant une nouvelle solution. Et quand on travaille sur l'apprentissage automatique, il existe plusieurs schémas différents que les gens ont proposés pour illustrer les étapes à suivre. Beaucoup de ces étapes peuvent être très spécifiques au domaine. Donc si vous travaillez sur l'identification de photos, le langage, le médical ou la physique, certains éléments peuvent être modifiés ou de nouveaux éléments ajoutés. Elles sont vraiment propres à chaque domaine. Ceci est une sorte de schéma très général. D'abord, il faut définir votre objectif. Il est très important de savoir ce que vous souhaitez prédire. Ensuite, vous allez collecter les données. Donc, une fois que vous avez défini un objectif, il faut rassembler les données qui correspondent. En data science, on passe beaucoup de temps à collecter les données, à l'étape suivante, à les préparer. Il faut s'assurer que vos données sont propres dès le départ. Il y a un vieux dicton qui dit mauvaise donnée en entrée, mauvaise réponse en sortie, ou mauvaise donnée en sortie. Et puis, une fois que vous avez tout nettoyé à l'entrée, vous allez choisir l'algorithme. Quel algorithme allez-vous utiliser? Vous allez entraîner cet algorithme. Dans ce cas, je pense qu'on va travailler avec le SVM, la machine à vecteur de support. Ensuite, il faut tester le modèle. Est-ce que ce modèle fonctionne? Est-ce que c'est un modèle valable pour ce qu'on fait? Et puis, une fois que vous l'avez testé, vous voulez lancer votre prédiction. Vous voulez lancer votre prédiction, votre choix ou peu importe le résultat que ça va donner. Et puis, une fois que tout est prêt et que vous avez fait plein de tests, là vous pouvez déployer le modèle. Et souvenez-vous, j'ai dit que c'était spécifique au domaine. C'est très général en ce qui concerne la façon de faire les choses. Avec beaucoup de modèles, on se rend compte à mi-chemin qu'il manque quelque chose dans les données. Et il faut aller collecter de nouvelles données parce qu'on a fait un test ici. Ou à un moment donné, on se dit, je n'obtiens pas vraiment les réponses dont j'ai besoin. Donc, il y a beaucoup d'éléments spécifiques au domaine qui deviennent partie intégrante de ce modèle. C'est un modèle très général, mais c'est un très bon modèle pour commencer. Et il existe quelques grandes divisions de ce que fait l'apprentissage automatique qu'il est important de connaître. Par exemple, voulez-vous prédire une catégorie? Eh bien, si vous classez quelque chose, c'est de la classification. Par exemple, si le prix d'une action va augmenter ou diminuer. Autrement dit, je cherche une réponse oui, non. Est-ce que ça monte? Ou est-ce que ça descend? Et dans ce cas, on dirait en fait, est-ce que ça monte? Vrai. Si ça ne monte pas, c'est faux, ce qui veut dire que ça descend. De cette façon, c'est un oui, non, 0, 1. Voulez-vous prédire une quantité? Ça, c'est de la régression. Donc, souvenez-vous, on vient de faire de la classification. Maintenant, on regarde la régression. Ce sont les deux grandes divisions de ce que font les données. Par exemple, prédire l'âge d'une personne en fonction de sa taille, de son poids, de sa santé et d'autres facteurs. Donc, en fonction de ces différents facteurs, vous pourriez deviner l'âge d'une personne. Et puis, il y a beaucoup de choses spécifiques à certains domaines, comme voulez-vous détecter une anomalie? Ça, c'est la détection d'anomalies. C'est d'ailleurs très populaire en ce moment. Par exemple, vous voulez détecter des anomalies dans les retraits d'argent. Vous voulez savoir quand quelqu'un fait un retrait qui pourrait ne pas provenir de son propre compte. On en parle justement parce que c'est vraiment un sujet d'actualité. Si vous essayez de prédire l'évolution d'une action, de savoir s'il faut acheter ou non, vous voulez pouvoir déterminer si ce qui se passe sur le marché boursier est une anomalie. Il faut alors un modèle de prédiction différent parce qu'il se passe autre chose. Il faut intégrer de nouvelles informations à ce sujet. Ou bien, est-ce simplement la norme? Je vais obtenir mon rendement habituel sur l'argent que j'investis. Donc, savoir détecter les anomalies est vraiment très important en data science de nos jours. Une autre question qui se pose concernant ce qu'on appelle les données non entraînées, c'est voulez-vous découvrir une structure dans des données inexplorées? Et cela s'appelle le clustering ou regroupement. Par exemple, trouver des groupes de clients ayant des comportements similaires à partir d'une grande base de données clients contenant leurs données démographiques et leurs historiques d'achat.
Et dans ce cas, on pourrait remarquer que toute personne portant un certain type de chaussures fait ses courses dans certains magasins. Ou peu importe ce que c'est, ils vont effectuer certains achats. En ayant cette information, cela nous aide à cibler ou à regrouper des personnes afin que nous puissions maintenant explorer ce groupe et déterminer ce que nous voulons leur proposer, si vous travaillez dans le marketing. Et cela pourrait aussi fonctionner dans à peu près n'importe quel domaine. Vous pourriez vouloir regrouper des personnes, que ce soit en fonction de leurs différents secteurs d'activité, de leurs investissements ou de leur situation financière, par exemple pour décider si vous allez leur accorder un prêt ou non. Avant même de commencer à regarder s'ils sont des clients valides pour la banque, vous pourriez vouloir examiner tous ces différents domaines et les regrouper en fonction de données inconnues. Donc, vous ne savez pas ce que les données vont vous révéler, mais vous voulez regrouper les personnes qui se ressemblent. Faisons une petite pause pour un quiz. Oh, mon préféré. Donc, on va avoir quelques questions ici pendant notre temps de quiz. Et, on publiera les réponses dans la deuxième partie de ce tutoriel. Alors, regardons ensemble ces questions du quiz, et j'espère que vous trouverez toutes les bonnes réponses. Ça vous fera réfléchir à la façon de traiter les données et à ce qui se passe. Pouvez-vous dire ce qui se passe dans les cas suivants? Bien sûr, vous êtes là, assis avec votre tasse de café, votre liste à cocher et votre stylo, en train d'essayer de déterminer quelle sera votre prochaine étape dans votre analyse de données. Alors, le premier cas consiste à regrouper des documents dans différentes catégories en fonction du sujet et du contenu de chaque document. C'est très en vogue en ce moment. Vous savez, il y a des documents juridiques. Il y a, peut-être un document du groupe sportif. Peut-être que vous analysez des articles de journaux. Mais c'est certain, automatiser cela est quelque chose d'énorme dans le monde d'aujourd'hui. D. Identifier correctement les chiffres manuscrits sur des images. Donc, on veut savoir s'ils écrivent un A majuscule, un B, un C. Qu'est-ce qu'ils écrivent à la main avec leur écriture manuscrite? C'est le comportement d'un site web qui indique que le site ne fonctionne pas comme prévu. D. Prédire le salaire d'une personne en fonction de ses années d'expérience dans le cadre du recrutement RH, mis en place ici. Alors restez avec nous pour la deuxième partie. Nous répondrons à ces questions dans la deuxième partie de ce tutoriel, où vous pouvez simplement écrire en bas et envoyer un message à Simple et à Learn, et ils vous recontacteront à ce sujet. Revenons à notre contenu habituel. Et ce dernier point nous amène au sujet suivant, qui est une autre façon de diviser nos types d'apprentissage automatique, à savoir l'apprentissage supervisé, non supervisé et par renforcement. L'apprentissage supervisé est une méthode utilisée pour permettre aux machines de classer, prédire des objets, des problèmes ou des situations à partir de données étiquetées fournies à la machine. Et ici, vous voyez que nous avons un mélange de données avec des cercles, des triangles et des carrés, et nous les étiquetons. Nous savons ce qu'est un cercle, ce qu'est un triangle, ce qu'est un carré. Et nous avons notre modèle en cours d'entraînement, et il s'entraîne, donc nous connaissons la réponse. C'est très important. Lorsque vous faites de l'apprentissage supervisé, vous connaissez déjà la réponse à beaucoup des informations qui arrivent, donc vous avez un énorme ensemble de données qui arrivent. Et ensuite, vous avez, de nouvelles données qui arrivent. Donc, nous avons entraîné notre modèle. Le modèle, c'est maintenant faire la différence entre un cercle, un carré ou un triangle. Et maintenant que nous l'avons entraîné, nous pouvons envoyer, dans ce cas, un carré et un cercle, et il prédit que le premier est un carré et le suivant est un cercle. Et vous pouvez voir que cela permet, de prédire si quelqu'un va faire défaut sur un prêt, puisque je parlais des banques tout à l'heure. L'apprentissage supervisé sur le marché boursier, pour savoir si vous allez gagner de l'argent ou non. C'est toujours important. Et, si vous cherchez à faire fortune en bourse, gardez à l'esprit qu'il est très difficile d'obtenir toutes les données correctes sur le marché boursier. C'est très, ça fluctue d'une manière que vous. C'est vraiment difficile à prédire. Donc c'est un vrai tour de montagne russe si vous faites de l'apprentissage automatique sur le marché boursier. On se rend compte qu'il faut vraiment creuser pour trouver de nouvelles données. Donc, nous avons l'apprentissage supervisé. Et si on a du supervisé, il nous faut aussi de l'apprentissage non supervisé. Dans l'apprentissage non supervisé, le modèle d'apprentissage automatique trouve le motif caché dans des données non étiquetées. Donc, dans ce cas, au lieu de lui dire ce qu'est un cercle, ce qu'est un triangle ou ce qu'est un carré, il va simplement les observer, pour une raison ou une autre, il va les regrouper ensemble. Peut-être qu'il va les regrouper selon le nombre d'angles, et il remarque qu'un certain nombre d'entre eux ont tous trois angles, d'autres en ont quatre, et d'autres n'en ont aucun, et il est capable de les filtrer et de les regrouper ainsi. On en a parlé plus tôt en observant un groupe de personnes qui font du shopping. On veut les regrouper pour découvrir ce qu'ils ont en commun. Et bien sûr, une fois que vous comprenez ce que les gens ont en commun,
Peut-être que l'un d'eux est client dans votre magasin, ou que 5 d'entre eux sont clients chez vous, et qu'ils ont beaucoup de points communs avec 5 autres qui ne sont pas encore clients chez vous. Comment cibler ces 5 personnes non clientes? Elles correspondent au profil démographique de ceux qui font leurs courses chez vous et vous aimeriez qu'elles viennent dans votre magasin. Bien sûr, c'est une version simplifiée. Vous pouvez très facilement voir la différence entre un triangle et un cercle, ce qui n'est peut-être pas aussi évident en marketing. L'apprentissage par renforcement. L'apprentissage par renforcement est un type important d'apprentissage automatique où un agent apprend à se comporter dans un environnement en effectuant des actions et en observant les résultats. Et ici, nous avons, dans ce cas, un bébé. Et c'est d'ailleurs très pertinent qu'ils aient utilisé un nourrisson pour cette diapositive, car l'apprentissage par renforcement en est vraiment à ses débuts. Mais c'est aussi probablement la plus grande demande en apprentissage automatique actuellement ou pour l'avenir. Dans les prochaines années, l'apprentissage par renforcement va prendre de l'ampleur et il s'agira de savoir comment le mettre à notre service. Et ici, vous pouvez voir où nous avons notre action. Dans ce cas, l'action consiste à aller vers le feu. Et espérons que le bébé ne l'a pas fait, que ce n'était qu'une petite bougie et pas un énorme brasero comme on dirait ici. Quand le bébé s'approche et que le nouvel état, c'est que le bébé est triste et pleure parce qu'il s'est brûlé avec le feu. Et puis peut-être qu'il prend une autre action. On appelle le bébé l'agent, parce que c'est lui qui prend les décisions. Et dans ce cas, il n'est pas allé dans le feu, il est parti dans une autre direction. Et maintenant le bébé est heureux, il rit et il joue. L'apprentissage par renforcement est très facile à comprendre parce que, en tant qu'humain, c'est l'une des façons dont on apprend. On apprend, par exemple, si on se brûle sur la cuisinière. On ne refait plus ça. On ne touche plus à la cuisinière. Dans l'ensemble, le fait de pouvoir programmer un apprentissage automatique ou une IA pour qu'elle fasse ça, c'est énorme. Parce que maintenant, elle commence à apprendre à apprendre. C'est un grand pas dans le monde de l'informatique et de l'apprentissage automatique. Et on va revenir en arrière et repasser sur l'apprentissage supervisé versus non supervisé. Comprendre cela est fondamental parce que ça va revenir dans n'importe quel projet sur lequel vous travaillez. En apprentissage supervisé, on a des données étiquetées. On a un retour direct. Donc quelqu'un est déjà passé par là et a dit oui, c'est un triangle. Non, ce n'est pas un triangle. Puis on prédit un résultat. Donc vous avez une bonne prédiction. Ce nouvel ensemble de données arrive et on sait ce que ça va être. Et puis avec l'apprentissage non supervisé, ce n'est pas étiqueté, donc on ne sait vraiment pas ce que c'est. Il n'y a pas de retour, donc on ne lui dit pas si c'est juste ou faux. On ne lui dit pas si c'est un triangle ou un carré. On ne lui dit pas d'aller à gauche ou à droite. Tout ce qu'on fait, c'est qu'on cherche une structure cachée dans les données. On regroupe les données pour découvrir ce qui est lié entre elles. Et ensuite, on peut utiliser ces deux approches ensemble. Imaginez que vous avez une image et que vous ne savez pas vraiment ce que vous cherchez, alors vous commencez avec des données non structurées, vous trouvez tous ces éléments qui sont liés entre eux. Et ensuite, quelqu'un les examine et les étiquette. Maintenant, vous pouvez prendre ces données étiquetées et programmer quelque chose pour prédire ce qu'il y a sur l'image. Vous voyez donc comment ces méthodes s'entrecroisent, et vous pouvez commencer à connecter tous ces différents outils pour obtenir une vision d'ensemble. Il existe de nombreux algorithmes d'apprentissage automatique intéressants. Jetons un œil à quelques-uns d'entre eux. J'espère que cela vous donnera un petit aperçu de ce qui existe. Et voici quelques-uns des plus importants qui sont actuellement utilisés. Nous allons examiner la régression linéaire, l'arbre de décision et la machine à vecteur de support. Commençons par regarder de plus près la régression linéaire. La régression linéaire est sans doute l'un des algorithmes les plus connus et les mieux compris en statistique et en apprentissage automatique. La régression linéaire est un modèle linéaire. Par exemple, un modèle qui suppose une relation linéaire entre les variables d'entrée x et la variable de sortie unique y. Et vous verrez cela, si vous vous souvenez de vos cours d'algèbre, y égale mx plus c. Imaginez que nous prédisions la distance parcourue, y, à partir de la vitesse x. Notre représentation du modèle de régression linéaire pour ce problème serait y égale m fois x plus c, où distance égale m fois vitesse plus c, où m est le coefficient et c est l'ordonnée à l'origine. Et nous allons examiner deux variantes différentes de cela. D'abord, nous allons commencer avec le temps comme constante. Et vous pouvez voir que nous avons un cycliste qui porte son équipement de sécurité, heureusement. La vitesse est de 10 mètres par seconde, et donc, sur une certaine durée, sa distance est de 36 km. Nous avons un deuxième cycliste qui va 2 fois plus vite, soit 20 mètres par seconde. Et vous pouvez deviner que s'il va 2 fois plus vite et que le temps est constant, alors il va parcourir 2 fois la distance. Et c'est facile à calculer. 36 fois 2, cela fait 72 km.
Et donc, si vous vous demandez quelle distance parcourait quelqu'un qui va 3 fois plus vite, soit 30 mètres par seconde, vous pouvez facilement calculer la distance. Dans notre tête, on peut faire ça sans avoir besoin d'un ordinateur. Mais on veut faire ça pour des données plus compliquées, donc c'est plutôt sympa de comparer les deux. Mais regardons simplement à quoi ça ressemble sur un graphique. Donc, dans un modèle de régression linéaire, on a notre distance en fonction de la vitesse, et on a notre m qui est la pente VE de la droite, et on remarque que la droite a une pente positive. Et à mesure que la vitesse augmente, la distance augmente aussi. Ainsi, les variables ont une relation positive. Donc, la vitesse de la personne, qui correspond à y égale à mx plus c, la distance parcourue dans un intervalle de temps fixe, et on pourrait très facilement calculer, soit en suivant la droite, soit simplement en sachant que c'est 3 fois 10 mètres par seconde, que cela fait à peu près 102 km que ce troisième cycliste a parcouru. L'une des définitions clés ici, c'est la relation positive. Donc, la pente de la droite est positive. À mesure que la distance augmente, la vitesse augmente aussi. Regardons notre deuxième exemple où nous considérons la distance comme une constante. Donc, nous avons une vitesse de 10 mètres par seconde, ils ont une certaine distance à parcourir, et il leur faut 100 secondes pour parcourir cette distance. Et nous avons notre deuxième cycliste qui roule toujours à 20 mètres par seconde. Comme il va 2 fois plus vite, on peut supposer qu'il parcourra la distance en environ la moitié du temps, soit 50 secondes. Et bien sûr, vous pouvez probablement deviner pour le troisième, 100 divisé par 30, puisqu'il va 3 fois plus vite, on peut facilement estimer que cela fait 33,333 secondes. Si l'on place cela dans un modèle de régression linéaire ou sur un graphique, en supposant que la distance est constante, voyons la relation entre la vitesse et le temps. Et à mesure que le temps augmente, la quantité de vitesse nécessaire pour parcourir la même distance diminue. Donc maintenant, votre m correspond à une pente négative de la droite. À mesure que la vitesse augmente, le temps diminue. Ainsi, la variable a une relation négative. Encore une fois, voici notre définition. Relation positive et relation négative selon la pente de la droite. Et avec une formule aussi simple que celle-ci, E est même une quantité importante de données, voyons E, ce que donne l'implémentation mathématique de la régression linéaire. Et nous allons prendre ces données, donc supposons que nous ayons cet ensemble de données où nous avons x, y, x égale à 1, 2, 3, 4, 5, une série standard, et la valeur y est 3, 2, 2, 4, 3. Quand on prend ça et qu'on trace ces points sur un graphique, on voit qu'il y a une sorte de belle dispersion. Et on pourrait probablement tracer une droite à l'œil au milieu, mais nous allons calculer précisément cette droite pour la régression linéaire. Et la première chose que nous faisons, c'est que nous venons ici et nous avons la moyenne de 11, et rappelez-vous, la moyenne, c'est tout simplement la valeur moyenne. Donc, nous avons additionné 5 plus 4 plus 3 plus 2 plus 1 et divisé par 5, ce qui donne tout simplement 3. Et ensuite, nous ferons la même chose pour i. Nous allons additionner tous ces nombres et diviser par 5, et nous obtenons une valeur moyenne de y égale à 2,8, où le 11 fait référence à une valeur moyenne ou à la moyenne, et le y correspond également à une valeur moyenne de i. Et lorsque nous traçons cela, vous verrez que nous pouvons placer y égale à 2,8 et x égale à 3 sur notre graphique. On lui a donné une couleur un peu différente pour que vous puissiez la distinguer avec les lignes en pointillés. Et il est important de noter que lorsque nous faisons la régression linéaire, le modèle de régression linéaire doit passer par ce point. Maintenant, trouvons notre équation de régression pour déterminer la droite de meilleur ajustement. Rappelez-vous, on utilise l'équation y égale mx plus c, donc on cherche m et c. Pour trouver cette équation pour nos données, il nous faut déterminer la pente m et le coefficient c. Nous avons y égale mx plus c, où m est égal à la somme de x moins la moyenne de x multipliée par y moins la moyenne de y, où les moyennes de y et de x, le tout divisé par la somme de x moins la moyenne de x au carré. C'est ainsi que nous obtenons la pente de la droite, et nous pouvons facilement le faire en créant quelques colonnes ici où nous avons xy. Les ordinateurs sont vraiment efficaces pour parcourir les données, donc nous pouvons facilement calculer cela et remplir un graphique de données. Et sur notre graphique, vous pouvez facilement voir que si nous avons notre valeur x égale à 1, et si vous vous souvenez, e de 11 ou de la valeur moyenne, qui est 3, 1 moins 3 égale moins 2, et 2 moins 3 égale moins 1, et ainsi de suite. Maintenant, nous pouvons facilement remplir la colonne de x moins 11, y moins yi. Puis à partir de celle-ci, nous pouvons calculer x moins 11 au carré et x moins 11 multiplié par y moins yi. Et vous pouvez deviner que l'étape suivante consiste à additionner les différentes colonnes pour obtenir les réponses dont nous avons besoin. Nous obtenons donc un total de 10 pour x moins 11 au carré et un total de 2 pour x moins 11
multiplié par y moins yi. Et en les remplaçant dans la formule, nous obtenons 2 dixièmes, ce qui fait 0,2. Nous savons donc maintenant que la pente de notre droite est égale à 0,2. Nous pouvons donc calculer la valeur de c. Ce serait l'étape suivante, car nous devons savoir où la droite coupe l'axe désordonné. Et si vous vous souvenez, j'ai mentionné plutôt que la droite de régression linéaire doit passer par la valeur moyenne, celle que nous avons montrée précédemment. On peut simplement remonter à ce graphique, et vous pouvez voir juste ici, il y a notre valeur moyenne, qui est 3, x égale 3 et y égale 2,8. Et puisque nous connaissons cette valeur, nous pouvons simplement la remplacer dans notre formule y égale 0,2x plus c. Donc, si on remplace, on obtient 2,8 égale 0,2 fois 3 plus c, et il suffit de résoudre pour c. On sait donc maintenant que notre coefficient est égal à 2,2. Et une fois que nous avons tout cela, nous pouvons tracer notre droite de régression, y égale 0,2 fois x plus 2,2. Et à partir de cette équation, nous pouvons calculer de nouvelles valeurs. Alors, prédisons les valeurs de phi en utilisant x égale 1, 2, 3, 4, 5 et traçons les points. Rappelez-vous, 1, 2, 3, 4, 5 étaient nos valeurs de x d'origine. Donc maintenant, nous allons voir ce qu'ils pensent qu'elles sont, pas ce qu'elles sont réellement. Et si on les remplace, on obtient E, I2. Désigné par I de P, vous pouvez voir que x égale en donne 2,4, x égale 2 donne 2,6, et ainsi de suite. Donc, nous avons nos valeurs prédites de I, ce que nous pensons obtenir lorsque vous remplacez ces nombres. Et lorsque nous traçons les valeurs prédites en même temps que les valeurs réelles, nous pouvons voir la différence. Et c'est l'une des choses très importantes avec la régression linéaire, dans n'importe lequel de ces modèles, comprendre l'erreur. Ainsi, nous pouvons calculer l'erreur sur toutes nos différentes valeurs. Et vous pouvez voir ici que nous avons tracé E, X et Y prédit, et nous avons dessiné une petite ligne pour que vous puissiez voir à quoi ressemble l'erreur entre les différents points. Donc, notre objectif est de réduire cette erreur. Nous voulons minimiser cette valeur d'erreur sur notre modèle de régression linéaire en minimisant la distance. Il existe de nombreuses façons de minimiser la distance entre la droite et les points de données, comme la somme des carrés des erreurs, la somme des valeurs absolues des erreurs, l'erreur quadratique moyenne, etc. Nous continuons à déplacer cette droite à travers les points de données pour nous assurer que la droite de meilleur ajustement a la plus petite distance au carré entre les points de données et la droite de régression. Pour récapituler, avec un modèle de régression linéaire très simple, on commence par déterminer la formule de notre droite qui passe au milieu, puis on ajuste progressivement la droite pour minimiser l'erreur. Gardez à l'esprit que c'est une formule très simple. Les calculs deviennent, même si les calculs restent globalement les mêmes, ils deviennent beaucoup plus complexes dès qu'on ajoute différentes dimensions. Ici, on n'est qu'en deux dimensions, y égale à mx plus c, mais on peut étendre ça à x, z, i, j, k, à toutes les différentes caractéristiques. Et ensuite, on peut tracer un modèle de régression linéaire sur tout cela en utilisant différentes formules pour minimiser l'erreur. Passons maintenant aux arbres de décision, une façon très différente de résoudre les problèmes par rapport au modèle de régression linéaire. Un arbre de décision est un algorithme en forme d'arbre utilisé pour déterminer une marche à suivre. Chaque branche d'un arbre représente une décision possible, un événement ou une réaction. Nous avons des données qui nous indiquent si c'est une bonne journée pour jouer au golf, et si nous ouvrons ces données dans un tableur classique, vous pouvez voir que nous avons la météo, s'il pleut, s'il fait couvert, s'il fait beau, la température, chaud, doux, frais, l'humidité, s'il y a du vent, et est-ce que j'ai eu envie de jouer au golf ce jour-là, oui ou non? Donc, nous faisons un recensement. Et bien sûr, je n'aimerais pas qu'un ordinateur me dise quand je dois aller jouer au golf ou non. Mais on peut imaginer que si, la veille au soir, vous essayez de planifier votre journée et qu'un message apparaît disant «Demain matin serait un bon moment pour jouer au golf pour vous, et l'après-midi ne serait pas idéal», ou quelque chose dans ce genre, cela devient très utile. Et on voit cela dans de nombreuses applications qui sortent actuellement, où elles vous donnent des suggestions et vous indiquent ce qui pourrait, correspondre à vos besoins pour le lendemain, ou pour votre prochain achat, ou pour, peu importe, votre prochain envoi de courrier. Dans ce cas, est-ce que demain est une bonne journée pour jouer au golf en fonction de la météo qui arrive? Alors, on va voir et, déterminer si tu devrais jouer au golf quand la journée est ensoleillée et venteuse. Donc, on a découvert que la météo de demain sera ensoleillée et venteuse, et supposons qu'on dessine notre arbre comme ceci. On va avoir notre humidité, puis on a notre cas normal, c'est-à-dire, si tu as une humidité normale, tu vas aller jouer au golf. Et si l'humidité est vraiment élevée, alors on regarde les prévisions. Et selon que le temps soit ensoleillé, couvert ou pluvieux, ça va changer ce que tu choisis de faire.
Donc, si tu sais qu'il y a une humidité très élevée et qu'il fait soleil, tu ne vas probablement pas jouer au golf parce que tu vas être là, mal à l'aise, à te battre contre les moustiques qui viennent jouer au golf avec toi. Peut-être que s'il pleut, tu n'auras pas envie de jouer sous la pluie. Mais si le ciel est légèrement couvert et que tu as juste la bonne ombre, c'est une bonne journée pour jouer au golf et profiter de l'extérieur sur le green. Dans cet exemple, tu pourrais probablement créer ton propre arbre assez facilement parce que c'est un ensemble de données très simple à traiter. Mais la question, c'est comment savoir où faire la séparation? Où est-ce que tu sépares tes données? Et si les données étaient bien plus complexes au point que tu ne pourrais pas vraiment les comprendre, comme lorsqu'on étudie le cancer? On prend environ 36 mesures des cellules cancéreuses et chacune de ces mesures représente, à quel point la cellule est bombée, à quel point elle est étendue, à quel point les bords sont aiguisés, des choses qu'en tant qu'humain, on ne comprendrait pas vraiment. Alors, comment décidons-nous de la manière de diviser ces données? Et est-ce le bon arbre de décision? Mais c'est une question qui va se poser. Est-ce le bon arbre de décision? Pour cela, nous devons calculer l'entropie et le gain d'information. Deux mots de vocabulaire importants sont l'entropie et le gain d'information. Entropie. L'entropie est une mesure du caractère aléatoire ou de l'impureté d'un ensemble de données. L'entropie doit être faible. Nous voulons donc que le chaos soit aussi faible que possible. On ne veut pas regarder et être confus par les images ou par ce qui se passe avec des données mélangées. Et le gain d'information, c'est une mesure de la diminution de l'entropie après la division de l'ensemble de données, aussi appelée réduction de l'entropie. Le gain d'information doit être élevé, donc on veut que l'information obtenue après la division soit la plus élevée possible. Regardons l'entropie d'un point de vue mathématique. Dans ce cas, on va noter l'entropie comme I de P et N, où P est la probabilité que vous alliez jouer au golf et N est la probabilité que vous n'alliez pas jouer au golf. Maintenant, il n'est pas vraiment nécessaire de mémoriser ces formules. Il en existe plusieurs selon ce sur quoi vous travaillez. Mais il est important de noter que c'est de là que vient cette formule. Donc, quand vous la voyez, vous n'êtes pas perdu lorsque vous exécutez votre programme, à moins que vous ne soyez en train de coder votre propre arbre de décision en arrière-plan. Et on a simplement le logarithme carré de p sur p plus n, moins n sur p plus n multiplié par le logarithme carré de n sur p plus n. Mais décomposons cela et voyons à quoi ça ressemble réellement lorsqu'on le calcule côté script informatique. L'entropie d'une classe cible de l'ensemble de données correspond à l'entropie totale. Donc, nous avons l'entropie jouée au golf, et quand on regarde cela, si on retourne aux données, on peut simplement compter combien de oui et de non il y a dans notre ensemble de données complet pour les jours où l'on joue au golf. Dans notre ensemble complet, on constate qu'il y a 5 jours où nous avons joué au golf et 9 jours où nous n'avons pas joué au golf. Et donc notre y est égal. Si vous additionnez ces deux valeurs, 9 plus 5 font 14, donc notre y est égal à 5 sur 14 et 9 sur 14. Ce sont nos valeurs P et N que nous insérons dans cette formule. Et vous pouvez calculer que 5 sur 14 égale 0,36, 9 sur 14 égale 0,64, et lorsque vous faites tout le calcul, vous obtenez moins 0,36 log racine carré de 0,36 moins 0,64 log racine carré de 0,64, et on obtient une valeur déterminée. On obtient 0,94. Nous avons donc maintenant une valeur d'entropie complète pour l'ensemble des données sur lesquelles nous travaillons, et nous voulons faire baisser cette entropie. Et tout comme nous avons calculé l'entropie pour l'ensemble, nous pouvons aussi calculer l'entropie pour jouer au golf et selon les prévisions météorologiques. Est-ce que ce sera couvert, pluvieux ou ensoleillé? Et donc, quand on regarde l'entropie, on a P2 ensoleillé multiplié par 3 sur 2, et ça correspond simplement au nombre de jours ensoleillés où c'est oui, et au nombre de jours ensoleillés où c'est non sur le total qui est 5. N'oubliez pas de mettre on divisera ce 5 plus tard. Ça donne P, couvert égale à 4,0, pluvieux égale à 2,3. Et puis, quand on fait tout le calcul, on a 5 sur 14. Vous vous souvenez que j'ai dit qu'il y en avait un total de 5? 5 sur 14 multiplié par le vie de 3 sur 2, plus 4 sur 14 multiplié par le 4,0, et 5,14 sur i de 2,3. Et donc, on peut maintenant calculer l'entropie uniquement de la partie liée à la prévision, et on obtient 0,693. De la même manière, on peut calculer l'entropie d'autres prédicteurs comme la température, l'humidité et le vent. Et donc, on regarde le gain de tel Outlook. Combien allons-nous gagner avec ça? Entropie jouée au golf moins entropie jouée au golf Outlook. Et on peut prendre la valeur initiale de 0,94 pour l'ensemble complet, moins l'entropie uniquement des jours de pluie et de la température, et on obtient un gain de 0,247. Donc, c'est notre gain d'information.
Rappelez-vous, nous avons défini l'entropie et nous avons défini le gain d'information. Plus le gain d'information est élevé, plus l'entropie est faible, mieux c'est. Le gain d'information des trois autres attributs peut être calculé de la même manière. Donc, nous avons notre gain pour la température qui est égal à 0,029. Nous avons notre gain pour l'humidité qui est égal à 0,152. Et notre gain pour une journée venteuse est égal à 0,048. Et si vous faites une comparaison rapide, vous verrez que 0,247 est le plus grand gain d'information, donc c'est la séparation que nous voulons. Maintenant, construisons un arbre de décision. Donc, nous avons l'aspect général. Est-ce qu'il va faire ensoleillé, couvert ou pluvieux? C'est notre première séparation, car c'est celle qui nous donne le plus grand gain d'information. Et nous pouvons continuer à descendre dans l'arbre en utilisant les différents gains d'information les plus élevés. Nous pouvons continuer à parcourir les nœuds de l'arbre en choisissant l'attribut avec le plus grand gain d'information comme nœud racine, puis continuer à diviser chaque sous-nœud avec le plus grand gain d'information que nous pouvons calculer. Et même si c'est un peu un casse-langue de dire tout ça, vous pouvez voir que c'est un modèle visuel très facile à comprendre. Nous avons notre aspect général. Nous le divisons en trois directions différentes. Si l'aspect général est couvert, on va jouer. Et puis, on peut encore diviser ces branches plus loin si on le souhaite. Donc, si l'aspect général est ensoleillé, mais qu'il y a aussi du vent, si c'est venteux, on ne va pas jouer. Si ce n'est pas venteux, on jouera. Donc, on peut facilement construire un bel arbre de décision pour deviner ce qu'on aimerait faire demain et obtenir une bonne recommandation pour la journée. Donc, on veut savoir si c'est une bonne journée pour jouer au golf quand il fait beau et qu'il y a du vent. Vous vous souvenez de la question initiale qui a été posée? Le bulletin météo de demain annonce du soleil et du vent. Vous pouvez voir qu'en descendant l'arbre, on suit l'option ensoleillé, puis venteux. On ne va pas jouer au golf demain. Alors, notre petite montre connectée s'affiche et dit désolé, demain n'est pas un bon jour pour le golf. Il fera beau et il y aura du vent. Et si vous êtes un grand fan de golf, vous pourriez dire oh non, ce n'est pas un bon jour pour jouer au golf. On peut aller regarder un match de golf à la maison. Donc, on va s'asseoir devant la télé au lieu d'être dehors à jouer au golf dans le vent. Maintenant que nous avons examiné notre arbre de décision, regardons le troisième algorithme que nous étudions. Machine à vecteur de support. Support vector machine est un algorithme de classification largement utilisé. L'idée de la machine à vecteur de support est simple. L'algorithme crée une ligne de séparation qui divise les classes de la meilleure manière possible. Par exemple, chien ou chat, maladie ou pas maladie. Supposons que nous ayons un échantillon de données étiquetées qui indique la taille et le poids des hommes et des femmes. Un nouveau point de données arrive et nous voulons savoir s'il s'agira d'un homme ou d'une femme. Alors, on commence par tracer une ligne. Nous traçons des lignes de décision, mais si nous considérons la première ligne de décision, alors nous classerons l'individu comme un homme, et si nous considérons la deuxième ligne de décision, alors ce sera une femme. Donc, vous pouvez voir que cette personne se trouve un peu au milieu des deux groupes. C'est un peu déroutant d'essayer de déterminer sous quelle ligne elle devrait se trouver. Nous devons savoir quelle ligne divise correctement les classes. Mais comment? L'objectif est de choisir un hyperplan, et c'est l'un des mots-clés utilisés lorsqu'on parle des machines à vecteurs de support. Choisissez un hyperplan avec la plus grande marge possible entre la ligne de décision et le point le plus proche dans l'ensemble d'entraînement. Donc, vous pouvez voir ici, nous avons notre vecteur de support. Nous avons les deux points les plus proches de celui-ci, et nous traçons une ligne entre ces deux points. Et la marge de distance correspond à la distance entre l'hyperplan et le point de données le plus proche de chaque ensemble. Donc, on a en fait une valeur, et elle devrait être à égale distance des deux, points auxquels on la compare. Lorsque nous traçons les hyperplans, nous constatons que la ligne en a une distance maximale. Donc, on observe que la ligne en a une marge de distance maximale, ce qui nous permettra de classer correctement le nouveau point de données. Et notre résultat ici sera que le nouveau point de données est masculin. L'une des raisons pour lesquelles on parle d'hyperplan plutôt que de ligne, c'est que bien souvent, on ne regarde pas seulement le poids et la taille. On peut très bien examiner 36 caractéristiques ou dimensions différentes. Et donc, quand on coupe avec un hyperplan, c'est plutôt une coupe en trois dimensions dans les données, ou même multidimensionnelle, qui sépare les données d'une certaine manière. Et chaque plan continue de découper jusqu'à ce qu'on obtienne le meilleur ajustement ou la meilleure correspondance. Comprenons cela à l'aide d'un exemple. Énoncé du problème. Je commence toujours par un énoncé du problème quand on va écrire du code, et c'est ce qu'on va faire maintenant. Classer des recettes de muffins et de cupcakes à l'aide de machines à vecteurs de support, dont cupcake contre muffin. Regardons notre jeu de données, et nous avons ici les différentes recettes. Nous avons une recette de muffin qui contient
E. Tant de farine. Je ne suis pas sûr de quelle unité de mesure correspond le 55, mais il y a 55. Peut-être que c'est en onces, mais E. Il y a une certaine quantité de farine, une certaine quantité de lait, de sucre, de beurre, d'œuf, de levure chimique, de vanille et de sel. Et donc, à partir de ces mesures, on veut deviner si on prépare un muffin ou un cupcake. Et vous pouvez voir que dans cet exemple, nous n'avons pas seulement deux caractéristiques. Nous n'avons pas seulement la taille et le poids comme tout à l'heure entre l'homme et la femme. Ici, nous avons plusieurs caractéristiques. En fait, dans ce cas, on regarde 8 caractéristiques différentes pour deviner s'il s'agit d'un muffin ou d'un cupcake. Quelle est la différence entre un muffin et un cupcake? Il s'avère que les muffins contiennent plus de farine, tandis que les cupcakes sont plus de beurre et de sucre. Donc en gros, le cupcake est un peu plus un dessert, alors que le muffin ressemble davantage à un pain raffiné. Mais comment fait-on ça en Python? Comment on code ça pour parcourir des recettes et déterminer de quelle recette il s'agit? Et j'ai vraiment juste envie de dire cupcakes contre muffins, comme si c'était un grand show de catch professionnel. Avant de commencer notre duel cupcakes contre muffins, nous allons travailler en Python. Il existe de nombreuses versions de Python et beaucoup d'éditeurs différents. C'est à la fois une force et une faiblesse de Python. Il y a tellement de choses qui y sont rattachées, et c'est l'un des langages de programmation les plus populaires pour la data science. Dans notre cas, nous allons utiliser Anaconda et Jupyter Notebook. Le navigateur Anaconda propose toutes sortes d'outils sympas. Une fois que vous êtes dans le navigateur Anaconda, vous pouvez changer d'environnement. J'ai d'ailleurs plusieurs environnements installés ici. Nous allons utiliser l'environnement Python 3.6. Donc, c'est en Python version 3.6, même si la version exacte n'a pas trop d'importance. En général, j'essaie de rester sur la version 3.x parce qu'elle est à jour. Sauf si vous avez un projet qui nécessite vraiment la version 2.x, 2. C'est étant celle que la plupart des gens utilisent pour la version 2. Et puis, une fois que nous sommes dans notre éditeur Jupyter Notebook, je peux monter et créer un nouveau fichier et nous allons simplement sauter ici. Dans ce cas, nous faisons un muffin SVM contre un cupcake. Et puis commençons par nos packages d'analyse de données. Et nous utilisons presque toujours un coup. Il y a quelques packages très standards que nous utilisons. Nous utilisons l'importation OOPS. Importer NumPy. C'est pour NumPy. Ils sont généralement désignés par NP. C'est très virgule. C'est très courant. Et ensuite, on va importer Panda sous le nom de PD. Et NumPy sert à gérer les tableaux de nombres. Il y a plein de choses sympas que tu peux faire avec NumPy. Comme multiplier toutes les valeurs dans un tableau. Dans un tableau NumPy, un tableau de données. Panda, je ne me souviens plus si on l'utilise vraiment dans ce jeu de données. Je crois qu'on l'importe quand même. Cela crée un joli dataframe. Et la différence entre un dataframe et un tableau NumPy est qu'un dataframe ressemble davantage à votre feuille de calcul Excel. Vous avez des colonnes. Vous avez des index. Vous disposez donc de différentes manières de le référencer, de le visualiser facilement, et il existe des fonctionnalités supplémentaires que vous pouvez exécuter sur un dataframe. Et les pandas sont en quelque sorte assis sur NumPy, donc vous avez besoin des deux là-dedans. Et enfin, nous allons travailler avec la machine à vecteur de support, donc depuis Sclearn, nous allons utiliser le modèle Sclearn, importer SVM, support vector machine. Et puis, en tant que data scientist, vous devriez toujours essayer de visualiser vos données. Évidemment, certaines données sont trop complexes ou n'ont aucun sens pour un humain, mais si c'est possible, c'est bien de jeter un second coup d'œil afin de vraiment voir ce que vous faites. Pour cela, nous allons utiliser deux packages. Nous allons importer matplotlib.pyplo sous le nom de PLT. Encore une fois, c'est très courant. Et nous allons importer Seaborn sous le nom de SNS. Puis nous allons directement régler l'échelle de la police dans SNS dès la ligne d'importation. C'est ce que fait ce point virgule suivi d'une ligne de données. Nous allons configurer SNS. Et c'est super parce que, Seaborn repose sur Matplotlib, tout comme Panda repose sur NumPy, donc ça ajoute beaucoup plus de fonctionnalités, d'usage et de contrôle. Évidemment, on ne va pas rentrer dans le détail de Matplotlib et Seaborn. Ce serait un tutoriel à part entière. Ici, on se concentre vraiment sur le test VM.
la machine à vecteurs de support de sklearn. Et comme on est dans Jupyter Notebook, il faut ajouter une ligne spéciale ici pour matplotlib. Et c'est le signe pourcentage ou le signe arrobase matplotlib inline. Maintenant, si vous faites ça dans un projet de code classique, souvent j'utilise, par exemple, Notepad++ et je l'exécute à partir de là. Vous n'avez pas besoin de cette ligne-là parce que ça s'ouvrira simplement dans une fenêtre séparée sur votre ordinateur selon la configuration de votre machine. Comme on exécute ça dans Jupyter Notebook via un navigateur, cette commande indique d'afficher tous nos graphiques juste en dessous, sur la page. Donc, c'est à ça que sert cette ligne. Je me souviens que la première fois que j'ai lancé ça, je ne le savais pas et j'ai dû aller chercher l'info il y a des années. Ça a été un vrai casse-tête. Donc, Matplotlib Inline, c'est juste parce qu'on exécute ça dans un environnement web, et on peut aller de l'avant et exécuter ça, pour vérifier que tous nos modules sont bien là. Ils sont tous importés, ce qui est parfait. Si vous ne les avez pas importés, il faudra utiliser pip, pip ou la méthode que vous préférez. Il existe plein d'autres gestionnaires de paquets, mais pip reste le plus courant. Et il faut bien s'assurer que tout ça est installé sur votre environnement Python. L'étape suivante, évidemment, c'est de regarder les données. On ne peut pas exécuter un modèle de prédiction si on n'a pas de vraies données. Donc, pour ça, laissez-moi ouvrir le fichier et jeter un œil. Et là, on a notre fichier Cupcakes contre Muffin. C'est un fichier CSV ou .csv, ce qui veut dire que c'est un fichier de variables séparées par des virgules. Et ça va s'ouvrir dans un joli tableur pour moi. Et vous pouvez voir ici en haut qu'on a le type. On a Muffin, 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 Cupcake, Cupcake, Cupcake. Puis c'est séparé en farine, lait, sucre, beurre, œuf, levure chimique, vanille et sel. Donc, ce qu'on peut faire, c'est aussi regarder ces données dans notre environnement Python. Créons une variable recipécal. Nous allons utiliser notre module panda.read-csv. N'oubliez pas qu'il s'agissait d'une variable séparée par des virgules et que le nom du fichier était Cupcakes au lieu de Muffin. Oups, j'ai des doubles crochets là. Fais-le de cette façon. Et voilà, Cupcakes contre Muffin. Étant donné que le programme que j'ai chargé ou l'endroit où j'ai enregistré ce programme Python particulier se trouve dans le même dossier, nous pouvons nous en sortir avec juste le nom de fichier. Mais souvenez-vous, si vous l'enregistrez à un autre endroit, il faudra aussi indiquer le chemin complet. Et puis, comme on est dans Panda, on va continuer et en fait, vous pouvez. En ligne, vous pouvez faire ça, mais laissez-moi faire l'affichage complet. Et vous pouvez simplement taper reci.ted dans le Jupyter Notebook. Mais si vous exécutez le code dans un autre script, il faudra taper l'instruction complète print reci.ted. Et Panda, c'est que cela va afficher les 5 premières lignes de données. Et si on retourne sur le tableur où on a ouvert notre fichier CSV, vous pouvez voir que ça commence à la ligne 2. Ici, il l'appelle 0, puis 2, 3, 4, 5, 6 vont correspondre. Allez-y et fermez ça, on n'en a plus besoin. Et ça commence toujours à 0, et ceux-ci sont. Il l'indexe automatiquement puisque nous ne lui avons pas dit d'utiliser un index ici. Donc, c'est le numéro d'index pour le côté gauche, et il a automatiquement pris la première ligne comme étiquette. Donc, utiliser Panda pour lire un CSV, c'est vraiment super fluide et rapide. C'est l'une des raisons pour lesquelles on adore nos pandas, pas seulement parce qu'ils sont mignons et qu'on dirait des peluches. Et allons-y, traçons nos données. Et je ne vais pas tout tracer, je vais juste tracer le sucre à la farine. Évidemment, on voit bien que ça devient vraiment compliqué si on a plein de caractéristiques différentes, donc on les sépare et on regarde peut-être juste 2 d'entre elles à la fois pour voir comment elles sont liées. Et pour les tracer, on va utiliser Seaborn. Donc, c'est notre SNS, et la commande pour ça, c'est sns.lemplo. Et puis les 2 variables différentes que je vais tracer sont la farine et le sucre. Les données sont égales à recip. Le paramètre U est égal à type. Et c'est super sympa parce qu'il reconnaît que c'est du Panda qui arrive. Donc c'est l'une des choses puissantes avec Panda combiné à Seaborn pour faire des graphiques.
Et ensuite, on va utiliser une palette Set One. Il y a plein de jeux de couleurs différents là-dedans. Vous pouvez aller les chercher pour 6 bornes. On va faire un réglage classique. Fit régular égale à false, donc on n'essaie pas vraiment d'ajuster quoi que ce soit, et c'est un scaté KWS. Beaucoup de ces paramètres, vous pouvez les trouver dans la documentation de 6 bornes. La moitié d'entre eux, vous pourriez probablement les laisser de côté quand vous les exécutez. Quelqu'un a bidouillé ça et a découvert que c'était les meilleurs réglages pour faire un graphique 6 bornes. Maintenant, lançons ça, et comme c'est fait en ligne, ça l'affiche directement sur la page. Et vous pouvez voir ici que rien qu'avec le sucre à la farine, il y a une séparation nette, et on utilise ces modèles parce qu'on peut vraiment regarder et se dire et si je traçais une ligne juste entre le milieu des points bleus et des points rouges, on pourrait faire une SVM et, placer un hyperplan juste là au milieu. Ensuite, l'étape suivante consiste à formater ou pré-traiter nos données, et on va diviser ça en deux parties. Il nous faut une étiquette de type, et souvenez-vous, on va décider si c'est un muffin ou un cupcake. Eh bien, un ordinateur ne connaît pas muffin ou cupcake. Il connaît 0 et 1. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une étiquette de type. Et à partir de là, on va créer un tableau NumPy, NP, ou, et c'est là qu'on peut faire un peu de logique. On prend nos recettes depuis notre panda, et partout où le type est égal à muffin, ce sera 0, et si ce n'est pas muffin, donc cupcake, ce sera 1. Donc, on crée notre étiquette de type. C'est la réponse. Donc, quand on fait notre modèle d'entraînement, souvenez-vous qu'il nous faut des données d'entraînement. C'est avec ça qu'on va l'entraîner, à savoir si c'est 0 ou 1. C'est un muffin ou ça ne l'est pas. Ensuite, on va créer nos caractéristiques de recette. Et si vous vous souvenez bien, la première colonne, c'est le type. Donc, on n'a vraiment pas besoin de la colonne type parce que c'est notre muffin ou cupcake. Et avec Panda, on peut facilement régler ça. On prend la valeur recip.columns, c'est une fonction de Panda intégrée à Panda. Value pour les convertir en valeurs. Donc, ce sont juste les titres des colonnes en haut et on ne veut pas la première. Alors, ce qu'on fait, c'est que comme ça commence toujours à 0, on veut de temps jusqu'à la fin. Ensuite, on veut transformer ça en liste, ce qui la convertit en une liste de chaînes de caractères. Et puis, on peut jeter un œil pour voir à quoi ressemblent nos features. Assurez-vous que ça a l'air correct. Laissez-moi exécuter ça. Et j'ai oublié le S à recette, donc on va ajouter le PES et relancer. Et on peut voir qu'on a farine, lait, sucre, beurre, œuf, levure chimique, vanille et sel. Et ça correspond à ce qu'on a ici quand on a affiché tout sauf le type. Donc, on a nos features et on a notre label. Maintenant, les caractéristiques de la recette ne sont que les titres des colonnes, mais en réalité, il nous faut les ingrédients. Et à ce stade, on a plusieurs options. Premièrement, on pourrait le faire sur tous les ingrédients, et en général, c'est ce qu'on fait. Mais pour notre exemple, on veut limiter pour que vous puissiez facilement voir ce qui se passe, parce que si on prenait tous les ingrédients, on aurait, vous voyez, c'est quoi? Il y aurait 7, 8 hyperplans différents qui seraient construits dedans. On veut juste en regarder un pour que vous puissiez voir ce que fait le test VM. Donc, on va prendre nos recettes et on va se concentrer uniquement sur la farine et le sucre. Encore une fois, vous pouvez remplacer ça par toutes les caractéristiques de votre recette et tout faire. Mais nous, on va juste prendre la farine et le sucre et on va convertir ça en valeurs. On n'a pas besoin d'en faire une liste parce que ce ne sont pas des valeurs de type chaîne de caractères. Ce sont des valeurs réelles ici, et on peut simplement afficher les ingrédients pour voir à quoi ça ressemble. Donc on ajuste la quantité de farine et de sucre, seulement les deux ensembles de points. Et juste pour le fun, allons-y et prenons ceci ici, et utilisons toutes les caractéristiques de la recette. Donc, si on décidait d'utiliser toutes les caractéristiques de la recette, vous verriez que ça crée une belle colonne de données différentes. Donc, ça enlève toutes les étiquettes et tout le reste, et on n'a plus que les valeurs. Mais comme on veut pouvoir visualiser ça facilement sur un graphique plus tard,
On va simplement garder la farine et le sucre. On va exécuter ça, et vous verrez qu'il n'y a que les deux colonnes. L'étape suivante, c'est d'ajuster notre modèle. On va l'appeler simplement modèle, et c'est un SVM. Nous utilisons un package appelé SVC. Dans ce cas, on va simplement définir le noyau surlinéaire. Donc, il utilise une configuration spécifique. Et si on va voir la documentation sur leur site pour le SVM, vous verrez qu'il y en a environ, il y en a 8 ici. 3 sont pour la régression, 3 sont pour la classification. Le SVC, Support Vector Classification, est probablement l'un des plus utilisés. Et puis il y en a aussi un pour détecter les valeurs aberrantes et un autre qui concerne quelque chose d'un peu plus spécifique au modèle. Mais SVC et SVR sont les deux plus utilisés, signifiant respectivement support vecteur classifié et support vecteur régression. Rappelez-vous, la régression concerne une valeur réelle, une valeur flottante ou autre sur laquelle vous travaillez. Et SVC est un classificateur, donc c'est un oui, non, vrai que faux. Mais ici, ce qu'on veut savoir, c'est 0, 1, muffin cupcake. On peut donc aller de l'avant et créer notre modèle. Et une fois que notre modèle est créé, on va faire modèle.phi, ce qui est très courant, surtout avec sklearn. Tous leurs modèles sont suivis de la commande phi. Et ce qu'on met dans phi, c'est avec quoi on entraîne le modèle, ce sont les ingrédients, qui dans ce cas se limitent à la farine et au sucre, ainsi que l'étiquette du type. Est-ce un muffin ou un cupcake? Maintenant, dans des séries de data science plus complexes, on voudrait diviser en. On ne va pas entrer là-dedans aujourd'hui, mais normalement on divise en données d'entraînement et données de test, et parfois même on divise en trois, où un tiers sert à alterner entre l'entraînement et le test. Il y a toutes sortes de choses qui entrent en jeu à ce niveau-là, et ça devient très compliqué quand on monte en gamme. Ce n'est pas trop compliqué, c'est juste une étape supplémentaire, qu'on ne va pas faire aujourd'hui parce que notre jeu de données est très simple. Maintenant, lançons ça, et voilà, notre modèle est ajusté. Et, j'ai une erreur ici, donc je vais corriger ça rapidement. En fait, c'est SVC avec une majuscule. Je l'avais mis en minuscule. Support vecteur classifié. Voilà, c'est bon. Lançons ça, et vous verrez qu'il affiche automatiquement toutes ces informations. Ce sont les paramètres par défaut du modèle. Vous remarquez qu'on a changé le noyau en linéaire, et voilà notre noyau linéaire sur l'affichage. Il y a d'autres paramètres que vous pouvez modifier. On va juste laisser ça comme ça pour l'instant. Pour ce cas, on n'a vraiment pas besoin de toucher à tout ça. Alors, ensuite, on va explorer un peu notre modèle fraîchement entraîné, et on va faire ça pour pouvoir vous montrer ça sur un graphique. Allons-y et récupérons la séparation. Et on va dire qu'on va utiliser W comme variable ici. On va faire modèle.coefficient-bas 0. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Encore une fois, on creuse dans le modèle. Donc, on a déjà une prédiction et un entraînement. Et c'est les calculs derrière tout ça qu'on regarde en ce moment. Et donc, le W va représenter deux coefficients différents. Et si vous vous souvenez, on avait y égale à mx plus c. Donc ces coefficients sont liés à ça, mais en deux dimensions. C'est un plan. On ne veut pas passer trop de temps là-dessus parce qu'on peut vite se perdre dans la complexité des maths. Donc si tu es en A des maths, c'est parfait. Tu peux regarder ici et tu verras qu'on a égal à moins W0 sur W de 1. Rappelle-toi, il y a deux valeurs différentes ici. Et ça, c'est en gros la pente qu'on génère. Ensuite, on va construire un 20. C'est quoi 20? On va le définir comme un tableau NumPy. Voilà notre np.linspace. Donc on crée une série de valeurs entre 30 et 60. Donc ça crée simplement un ensemble de nombres pour x. Et si tu te souviens bien, on a notre formule y égale la pente fois x plus l'ordonnée à l'origine. Eh bien, pour que ça fonctionne, on peut faire y égale la pente fois chaque valeur de ce tableau. C'est ça qui est génial avec NumPy.
Donc quand je fais a fois 20, qui est tout un tableau NumPy de valeurs, ça multiplie à part chacune d'elles. Et ensuite, il prend ces mêmes valeurs et on soustrait leurs données à l'origine du modèle. Sait-on rappelle-toi, on avait E, mx plus c. Donc ce serait le c de la formule y égale mx plus c. Et c'est de là que viennent tous ces nombres. C'est un peu déroutant parce qu'on va chercher dans différents tableaux. Et ensuite, ce qu'on veut faire, c'est prendre ça et aller l'afficher sur un graphique. Donc, on trace les parallèles à l'hyperplan séparateur qui passe par les vecteurs de support. Et donc, on va créer B qui est égal au vecteur de support du modèle en extrayant nos vecteurs de support ici. Voici notre YY que nous savons maintenant être un ensemble de données et nous allons créer YY down égale à fois 20 plus B1 moins à fois B0. Puis le vecteur de support B du modèle va être défini sur une nouvelle valeur, la configuration à moins 1 et YY up égale à fois 20 plus B1 moins à fois B0. Et on peut simplement exécuter ceci pour charger ces variables. Si vous voulez, comprendre un peu mieux ce qui se passe, vous pouvez voir que si on affiche YY, laissez-moi juste exécuter ça, vous voyez que c'est un tableau. C'est une ligne. Dans ce cas, il va y avoir entre 30 et 60, donc il y aura 30 variables ici. Et c'est pareil pour YY up, YY down. Et on va les tracer dans une minute sur le graphique pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. Je vais simplement supprimer ça d'ici et exécuter pour charger les variables. Une belle page blanche. Je vais juste copier ça d'avant. Vous vous souvenez de ça? Notre SNS, notre graphic Seaborn, LMPLO, Flower, Sugar. Et je vais juste l'exécuter rapidement pour que vous puissiez voir, vous rappeler à quoi ça ressemble. C'est juste un graphique linéaire là-dessus. Et puis, l'un des trucs sympas, c'est que comme Seaborn repose sur Piplo, on peut utiliser Piplo pour tracer la ligne qui passe au milieu. Et ça, c'est tout simplement plt.plo. Et ce sont nos 20 et YY, nos deux valeurs correspondantes XY. Et puis quelqu'un a bidouillé ça pour voir qu'une épaisseur de ligne de 2 et la couleur noire, ça rendait bien. Alors allons-y, exécutons tout ça avec Piplo. Et vous pouvez voir que quand on fait ça, ça ne concerne que la farine et le sucre ici. La ligne est correspondante entre le sucre à la farine et le muffin contre le cupcake. Et ensuite nous avons généré les vecteurs de support, le YY vers le bas et le YY vers le haut. Alors regardons un peu à quoi cela ressemble. Nous allons donc faire notre tracé PL, et encore une fois, tout cela est contre 20, le F notre valeur X, mais cette fois nous avons YY vers le bas. Et, faisons quelque chose d'un peu amusant avec ça. Nous pouvons mettre un tiret K. Cela lui dit simplement d'en faire une ligne pointillée. Et si on fait celle du bas, on veut aussi faire celle du haut. Voici donc notre YY vers le haut, et quand on exécute ça, ça ajoute les deux ensembles de lignes. Et donc voici notre support, et c'est à quoi on s'attendrait. On s'attend à ce que ces deux lignes passent par le point de données le plus proche, donc les lignes pointillées passent par le muffin le plus proche et le cupcake le plus proche lorsqu'on les trace. Et ensuite, votre SVM passe juste au milieu. Donc ça donne une belle séparation dans nos données. Et on voit à quel point il est facile de distinguer, rien qu'avec le sucre à la farine, ce qui est un muffin ou un cupcake. Allons-y et créons une fonction pour prédire si c'est un muffin ou un cupcake. J'ai mes recettes que j'ai trouvées sur Internet et je veux voir la différence entre un muffin ou un cupcake. Donc il nous faut une fonction pour passer ça et on va créer une fonction avec def et appelons-la muffin-bar-bas cupcake. Maintenant, souvenez-vous, aujourd'hui on ne travaille qu'avec la farine et le sucre. On ne prend pas en compte tous les ingrédients. Et en fait, c'est déjà une assez bonne séparation. Tu n'as vraiment pas besoin de tous les ingrédients pour savoir qu'il s'agit de farine et de sucre. Et allons-y, faisons une instruction if-else. Donc si modèle.predict est flour-bas n-bas sugar égale 0, donc on prend notre modèle et on fait une prédiction. C'est très courant dans sklearn. On a un point predict. Tu mets les données dedans et ça va te renvoyer une valeur. Dans ce cas, si ça vaut 0, alors affiche et vous regardez une recette de muffin. Sinon, si ce n'est pas 0, ça veut dire que c'est 1.
Alors, et vous regardez une recette de cupcake. C'est assez simple pour fonction ou def pour définition. DEF, c'est comme ça qu'on fait en Python. Et bien sûr, si tu crées une fonction, tu devrais exécuter quelque chose dedans. Alors lançons un cupcake et on va lui envoyer les valeurs entre 50 et 20. Un muffin ou un cupcake, je ne sais pas ce que c'est. Et lançons ça pour voir ce que ça nous donne. Et il dit, eh oh, c'est un muffin. Vous regardez une recette de muffin, donc il prédit très facilement si on regarde une recette de muffin ou de cupcake. Traçons ça. Voilà. Traçons ça sur le graphique pour qu'on puisse voir à quoi ça ressemble vraiment. Et je vais juste le copier-coller depuis en bas, là où on trace tous les points. Donc ce n'est rien de différent de ce qu'on a fait avant. Si je l'exécute, vous verrez qu'il y a tous les points et les lignes dessus. Et ce qu'on veut faire, c'est ajouter un autre point. Et on va faire plt.plot. Et si vous vous souvenez bien, pour notre test, on avait fait entre 50 et 20. Et puis quelqu'un est venu ici et a décidé qu'on ferait YO pour jaune, ou plutôt une sorte de jaune orangé qui va ressortir. Taille du marqueur 9. Quelqu'un d'autre a testé ces paramètres pour trouver la bonne configuration. Et vous pouvez voir un muffin. Dans ce cas, dans la bataille Cupcakes contre Muffin, c'est le muffin qui a gagné. Et si vous souhaitez organiser votre propre série de compétitions Muffin Cupcake, vous pouvez tout à fait laisser un message ci-dessous, et l'équipe de SimplyLearn vous enverra les données qu'ils ont utilisées pour le muffin et le cupcake. Et c'est valable pour toutes les données. Nous n'avons en fait pas fait de graphique dessus. Tout à l'heure, nous avions homme contre femme. Vous pouvez aussi demander ces informations pour les utiliser dans votre propre configuration de données afin de faire vos propres tests. Donc, pour revenir sur notre configuration, nous avons continué avec notre code machine à vecteur de support. Nous avons fait une prédiction de 40 parts de farine, 20 parts de sucre. Je pense que c'était différent de celui que nous avons fait, que ce soit un muffin ou un cupcake. Nous avons donc construit un classificateur utilisant SVM, capable de classer si une recette est celle d'un cupcake ou d'un muffin. Ce qui conclut notre comparaison entre Master de maîtrise en droit, LLM. Si vous vous êtes déjà demandé comment l'apprentissage automatique peut désormais comprendre et générer du texte semblable à celui d'un humain, vous êtes au bon endroit. Des chatbots comme ChatGPT aux assistants IA qui alimentent les moteurs de recherche, les LLM transforment la façon dont nous interagissons avec la technologie. L'une des avancées les plus passionnantes dans ce domaine est Google Gemini ou ChatGPT d'OpenAI, un modèle de langage de pointe conçu pour repousser les limites de ce que l'IA peut réaliser. Dans cette vidéo, nous allons explorer ce que sont les LLM, comment ils fonctionnent et pourquoi des modèles comme Gemini sont essentiels pour l'avenir de l'IA. Google Gemini fait partie d'une nouvelle génération de modèles d'IA qui sont plus intelligents, plus rapides et plus efficaces. Il est conçu pour mieux comprendre le contexte, offrir des réponses plus précises et s'intégrer en profondeur dans des services comme Google Search et Google Assistant afin de proposer des interactions plus humaines. Nous allons donc décortiquer la science derrière les LLM, y compris leur immense ensemble de données d'entraînement, l'architecture des transformers et comment des modèles comme Gemini utilisent l'innovation en apprentissage profond pour transformer les industries. De plus, nous comparons Google Gemini à d'autres LLM populaires, comme les modèles ChatGPT d'OpenAI, en montrant comment chacune de ces technologies est utilisée pour alimenter des chatbots, des assistants virtuels et d'autres applications pilotées par l'IA. À la fin de cette vidéo, vous aurez une compréhension claire du fonctionnement des grands modèles de langage comme Gemini, de leurs principales caractéristiques et de ce qu'ils représentent pour l'avenir de l'IA. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune mise à jour de SimplyLearn. Alors, que sont les grands modèles de langage? Les grands modèles de langage comme ChatGPT 4, Générative Retrained Transformé 4o et Google Gemini sont des systèmes d'IA sophistiqués conçus pour comprendre et générer du texte de manière humaine. Ces modèles sont construits à l'aide de techniques d'apprentissage profond et sont entraînés sur d'immenses ensembles de données collectées sur Internet. Ils utilisent le mécanisme d'auto-attention pour analyser les relations entre les mots ou les jetons, ce qui leur permet de saisir le contexte et de produire des réponses cohérentes et pertinentes. Les LLM ont de nombreuses applications, notamment l'alimentation des assistants virtuels, des chatbots, la création de contenu, la traduction automatique et le soutien à la recherche et à la prise de décision. Leur capacité à générer un texte fluide et contextuellement approprié a fait progresser le traitement du langage naturel et améliorer l'interaction homme-machine. Alors maintenant, voyons à quoi servent les grands modèles de langage. Les grands modèles de langage sont utilisés dans des situations où il y a peu ou pas de données spécifiques au domaine disponible pour l'entraînement. Ces situations incluent à la fois les approches d'apprentissage avec peu d'exemples, few shot, et sans exemple, zero shot, qui reposent sur le fort biais inductif du modèle et sa capacité à extraire des représentations pertinentes à partir d'une petite quantité de données, voire sans données du tout.